Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute! Hello, 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 bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode dans les pionnières de l'investissement. On est toujours ravis de vous reprendre, des épisodes avec des invités et c'est le cas pour celui d'aujourd'hui. Mais on veut bien quand même faire une petite intro. Merci beaucoup pour ceux qui nous écoutent, les retours qui nous reviennent, ceux aussi qui prennent le temps de mettre des étoiles, ça nous fait plaisir, et des commentaires. Et n'hésitez surtout pas à aller voir sur notre chaîne YouTube, il y a les vidéos si vous voulez voir le podcast et l'écouter en même temps. Et aussi nous laisser vos retours constructifs pour améliorer encore le podcast. Et en même temps, des questions, des personnes que vous voulez qu'on les invite dans notre podcast Les Pionnières de l'investissement. Et pour aujourd'hui, notre invité, en fait, on s'est connus à Toulouse, dans le séminaire de Julien Invest. Du coup, by the way, coucou Julien. Et c'est une personne qu'on a beaucoup appréciée avec Aline. Elle va nous présenter son parcours. C'est une personne jeune, dynamique, dans l'investissement, aussi le marchand de biens. Et on va aller encore plus loin dans la connaissance de Alex, connu sur les réseaux Olia Imo. C'est ça, hein, Alex, hein? C'est ça. Salut Voilà. les filles. Merci de m'avoir invité sur votre podcast. C'est sympa depuis le temps qu'on devait le faire. C'est super. On a trouvé une date, parce que c'était pas facile. Ouais, entre tous nos agendas à chacun, c'est jamais facile, mais on y arrive. C'est ça. Donc, Voilà, moi, c'est Alex. on y arrive. J'ai 32 ans. Je suis papa d'une petite fille de 3 ans. J'ai un beau-fils de 14 ans. Et je suis marié depuis cet été. Voilà. Sinon, j'ai toujours été commercial depuis une dizaine d'années. Et depuis, j'ai commencé l'investissement immobilier en parallèle de mes activités salariées pour bénéficier de ma capacité d'endettement. Et ça fait 2 ans que j'ai arrêté mon job pour la simple et bonne raison que ma femme avait un projet de tour du monde, tour d'Europe en camping-car. Donc, on a tout mis en œuvre avant de pouvoir le faire pour pouvoir se permettre du coup d'arrêter nos activités respectives durant un petit moment pour faire ce projet qui nous tenait à cœur. Donc voilà, et je fais donc de l'investissement immobilier locatif depuis 2017 et j'ai créé ma société de marchand de biens depuis de décembre 2020. Voilà. Donc, tu as passé un Covid en tant que marchand. Oui, mais je le faisais en parallèle de mes activités sur fonds D'accord. propres. C'était vraiment des petites opérations par opportunité, on va dire. Joli parcours et surtout joli projet, le tour du monde. Je ne sais plus si on en avait parlé, oui, Aline, je sais. Ouais, Non, on n'a pas je sais que parlé. tu m'en... Ouais, si, on en avait parlé dans l'avion. Oui, oui, oui. Ouais, c'était vraiment un chouette projet. Moi, à la base, on a fait tout ça. Moi, à la base, ça me faisait un peu peur. Ça ne me faisait pas forcément rêver quand ma femme m'avait vendu ça. Mais franchement, avec le recul, c'était vraiment une période incroyable. Maintenant, on voyage que comme ça et c'est vraiment comme ça qu'on se plaît dans notre vie et c'est vraiment une incroyable expérience. Et avec le recul, on a investi pas mal d'argent dans divers projets immobiliers et notre meilleur investissement, c'est vraiment l'investissement dans le camping-car. Top, il est validé par tous les membres de famille. Et ça, c'est bien. Validé, carrément.
Top, top, top. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler plus sur cet investissement de camping-car? Est-ce que tu l'as aménagé, le coût que ça a pris? Voilà, n'hésite pas à nous Parce partager. qu'on Ouais. on entend plein de choses sur les camping-cars. On nous dit que c'est un investissement qui est super important financièrement. Alors, oui et non. Nous, déjà, on a acheté ça avant le Covid, donc avant que ça explose un peu, qu'on en Ouais. parle vraiment à la télé. On a dû l'acheter en 2018, je crois. Mais franchement, de toute façon, on est un peu comme ça. On fonctionne à l'instinct. Dès qu'on a enfin, on a une envie, on passe à l'action sans vraiment trop se poser de questions. Donc, on n'avait jamais essayé le camping-car. On s'est dit, on va en acheter un. Et au pire, si ça ne nous plaît pas, bah, on le revendra. Donc, fallait quand même trouver une bonne opportunité. On a acheté un vieux camping-car qui est de 96, donc assez vieux. On a acheté ça, je crois, 12 000 euros. Et donc, on est parti. La première fois, c'était en été. On a fait toute la côte ouest. Donc, j'ai dû passer pas loin de Toulouse, à Manille. On est parti de La Rochelle jusqu'à l'Espagne presque, tu vois. Mais en fait, c'était l'été, c'était blindé. Les aires de camping-car, c'est pas trop l'idée qu'on se faisait du voyage en camping-car. Donc, on a bien aimé le concept, mais pas le mode de voyage de l'été, c'est-à-dire que tout est plein, on peut pas se garer où on veut. Nous, vraiment, on voyait ça comme la liberté de se garer où on voulait, quand on voulait. Et en fait, pour l'été, c'est pas vraiment la période idéale. Donc après, on a renouvelé l'expérience sur d'autres périodes et c'était vraiment un coup de cœur. Et c'est ce qui a permis de se lancer vraiment sur le projet de partir en tour d'Europe. Donc là, avec tout ce que ça implique, il fallait arrêter les jobs, il fallait trouver des fonds disponibles, gérer la résidence principale, comment on vend pas, enfin voilà. Tout mettre en place pour y arriver. Et c'est ce qu'on a fait. Super expérience. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es à ton compte, tu peux partir quand tu veux dans l'année et profiter et ne pas être là où il y a tout le monde en même temps. C'est ça, mais j'étais pas à mon compte à l'époque. En fait, j'étais salarié d'ailleurs d'une boîte toulousaine. J'avais demandé un congé sabbatique qui a été refusé parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser le secteur trop longtemps sans qu'il y ait de commercial. Et du coup, ça a été la meilleure opportunité parce que du coup, j'ai eu une rupture conventionnelle et tout ce que ça implique derrière qu'on connaît tous. Et du coup, je suis parti comme ça. Et maintenant, pour rien au monde, je peux retourner dans un mode de vie salariat, bosser pour quelqu'un, etc. Mais voilà. Et c'est comme ça que tu es arrivé sur le marchand? Non, parce que je l'avais déjà créé en parallèle. Enfin, j'étais allé sur le marchand en connaissant un peu, enfin, en anticipant un peu tout ce qui allait nous arriver. C'est-à-dire que on a fait le choix de vendre notre résidence principale avec ma femme. On avait une belle plus-value latente, on le savait, donc on l'a vendu, on l'a bien vendu. Et avec l'argent, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a investi 75% du coup dans une opération de marchand de biens que j'ai fait moi, en fonds propres, et 25 autres pourcents en apport sur un immeuble en locatif. On a tout réinvesti cet argent-là. Et du coup, c'est suite à la vente de ma maison surtout que j'ai lancé ma société et que j'ai débuté en fonds propres sur des petites opérations, des studios à rénover ou pas et revendre plus cher, voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Et c'est le conseil que tu donnerais à un débutant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute dans le marchand? Bah, pas forcément parce que tu vois, j'ai discuté avec un ou deux marchands sur Lyon qui ont réussi. Je leur ai donné le contact de mon banquier qu'on connaît d'ailleurs, Aline, et qui a Mm. pu financer leur première opération. Donc, c'est pas le conseil que je donnerais de faire en fonds propres parce qu'au final, je pense qu'on peut lever de la dette même sur des premières opérations. Et j'avais mis 70 000 euros sur cette opération pour faire une marge de 25 000, je sais plus, 25, 30 000, bref. Mais si on les met dans un apport avec une banque en opération de marchand de biens, on peut faire plus de marge, quoi. Donc, non, c'est pas le conseil que je donnerais. Le conseil que je donnerais, c'est de trouver une plus grosse opération et de la mettre en apport plutôt que de payer cash en fonds propres, quoi. Après, d'un autre côté, cette petite opération, ça m'a permis de me faire la main. Et franchement, je Mm. regrette pas du tout. J'en ai fait deux comme ça.
ça permet de se lancer. Je suis quelqu'un qui suis assez fonceur et que du coup, je me lance sur des projets sans vraiment connaître tous les tenants, les aboutissants. Donc, faire commencer petit, ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier sans se lancer sur un gros truc qui peut éventuellement faire peur et sur lequel on peut avoir du coup des plus grosses galères, quoi. J'apprends sur le tas. D'ailleurs, tu t'es pas formé au marchand, tu t'es formé au fur et à mesure quand tu t'es lancé, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et puis, je pars du principe que je m'entoure de personnes qui Oui. connaissent, enfin, qui sont Mm. spécialisées dans leur domaine. Tu as ton notaire qui est spécialisé sur le droit immobilier, tu as le comptable qui est spécialisé sur la fiscalité, tu as des avocats qui peuvent encadrer des opérations pour la gestion de la TVA. Enfin, voilà. Je connais pas tout. Au pire, bah, faut payer quelqu'un, ça enlève un petit peu de marge, c'est pas grave, mais voilà. Être bien entouré, quoi. Très Mm. bien. Et Alex, hein, est-ce que tu peux nous partager la première opération que tu as fait en marchand de biens en chiffres? Comment tu l'as trouvé? Les prix, j'imagine que tu l'as déjà vendu ou pas encore? Oui, Voilà. N'hésite pas ouais, à nous faire voilà, une personne qui veut se ok. lancer en marchand de biens, les étapes d'une petite opération, comment ça se passe? Ok. Donc, il faut savoir que j'étais salarié et que j'avais quand même pas mal de temps. Je bossais pas 60 heures par semaine, ça me laissait un peu de temps pour le gérer. La première opération, c'est une opération que j'ai trouvée sur le Bon Coin, euh, comme la deuxième, comme la troisième, comme la quatrième d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a quand même des opérations à faire Mm. sur le Bon Coin, contrairement à ce que tout le monde peut dire et peut croire. Euh, C'était quand même vendu moins cher. Je pense qu'elle s'est un peu plantée sur le prix de vente. C'était une ancienne. On est sur un prix d'achat à 60 000 euros. Donc, frais de notaire, je ne sais plus, on devait être à 2 000 à 3 000 euros en frais de notaire réduits. Euh, j'ai fait l'offre sans condition suspensive de prêt parce que j'avais les fonds disponibles grâce à la vente de ma maison. C'est ce qui fait que j'ai eu l'offre parce que j'avais pas de conditions suspensives et surtout, c'est là qui m'a aidé aussi mon ancien job de commercial. C'est-à-dire que commercial, c'est pas vendre des produits, c'est plutôt amener un côté humain dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment ce que j'aime, Mm. rencontrer des gens, créer du lien. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés tous les trois. Et du coup, je pense Mm. que ça a bien matché. Il y a eu un feeling. Elle m'a donné à moi plutôt qu'un autre parce que je crois qu'elle a eu une dizaine d'offres au prix dans la journée. Bref, du coup, j'ai acheté cet appartement qui était un studio de 31 mètres carrés à rafraîchir. Donc, j'ai rafraîchi, j'ai peut-être mis, je sais plus, j'ai mis 6 000 à 7 000 de travaux. Euh, donc, ça m'est revenu à peu près à 70 de mémoire et je l'ai revendu 95. On doit être à peu près sur ces chiffres-là. Très bien. Six, Et 6 mois après, à peu près, parce que je bossais, j'ai pas... enfin 6 mois, c'est pas mal en fait. C'est bien 6 mois. Oui, C'est rapide, hein. c'est bien. ouais, C'est bien hein, comme délai, hein. ouais. Les 6 000, 7 000 euros de travaux, ça englobe quoi en termes de travaux? Parce que aussi en marchand, il y a aussi la TVA par rapport aux travaux qu'on met en place. Comment tu as optimisé cette phase-là? Est-ce que tu connaissais déjà la TVA totale ou bien la TVA sur marge ou exonérée de TVA ou pas encore quand tu as commencé? Oui, je connaissais quand même. Et l'idée, c'est, enfin, mon idée toujours actuellement, d'ailleurs, c'est de rester sur des opérations en exo de TVA. Mm. C'était vraiment que des petits rafraîchissements. J'ai repeint, cuisine, un peu de salle de bain, un peu de cuisine, un peu de salle de bain. Enfin, voilà, c'était vraiment léger. Du coup, tu dépassais pas tous les postes pour aller dans la Non, TVA. Voilà. non. Est-ce que tu peux faire ouvrir un peu la parenthèse pour les personnes qui peuvent se lancer? C'est quoi les postes qu'il vaut mieux ne pas dépasser pour être dans l'exonération de TVA, s'il te Bah, plaît? l'exonération de TVA, enfin, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas remettre un logement à neuf et toucher vraiment. Dès qu'on commence à toucher le gros œuvre, ça peut devenir un peu compliqué. Enfin, ce que je conseille déjà, surtout, c'est de se faire accompagner par un avocat si il y a des travaux pour lesquels on se pose la question. Si on se pose la question, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser. Il faut se faire accompagner. Sur une opération, je me suis fait accompagner et c'est pas aller au bout d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je préfère pas aller au bout et payer quelqu'un qui me dit allez-y pas plutôt que d'y aller.
et de payer 20% de TVA, ce qui correspond plus ou moins à la marge d'une opération de marchand de biens, quoi. Voilà. Mais sinon, en gros, c'est de pas toucher trop aux grosses œuvres ou bien gérer la répartition en pourcentage et de ne pas toucher toutes les lignes de rénovation du second œuvre. Après, je les ai pas tous en tête, mais Voilà, c'est tout ce qui est menuiserie, aussi les radiateurs. Et les c'est ça, radiateurs, ouais. électricité, plomberie, plancher, Mm, isolation. mm. Enfin, voilà, c'est quand Voilà. même assez précis. Mais justement, de se faire accompagner par un avocat, c'est top parce que maintenant, je me suis fait accompagner une fois et je pense que si j'avais un second dossier, j'arriverais à le gérer de manière autonome. Donc, voilà, j'ai appris en payant assez cher, mais j'ai appris au moins la règle, Exact. comment on peut essayer de contourner un peu le truc. Voilà. Et après aussi, pour se protéger, c'est bien de mettre en place un huissier avant travaux et après travaux pour se protéger en cas où qu'il y a un retour par rapport à la TVA. Beaucoup de marchands le font. Après, pour une petite opération comme ça, un petit rafraîchissement, est-ce que ça vaut le coup ou Ça. pas? Mais bon. Je pense pas après. Non, là, pour Mm. le coup, non. C'est sûr que non. Vu les travaux, les petits travaux que j'ai engagés, c'est sûr que non. Après, là, l'opération dont je vous ai parlé, c'était plus gros. Il fallait tomber des planchers qui étaient porteurs. C'est plus lourd. Là, pour le coup, C'est un c'est gros sûr projet. que j'avais pas d'autre option que de me faire accompagner par un avocat. Je préfère. Ça coûte un peu, mais au moins, on dort Tout à fait. tranquille. Pour avoir une idée, ça coûte combien un avocat quand il t'accompagne sur un projet pareil? Ça m'a coûté quand même pas mal parce que déjà, avant toute chose, il fallait que je fasse venir une entreprise qui fasse un diag pour interpréter, pour me donner l'info si le plancher à tomber est porteur ou non. Et Ah, c'est un bureau d'études, hein? Oui. ouais, c'est un bureau d'études, c'est Études ça. de structure, oui. Oui. Ça a dû me coûter, je crois, 2 500 €. Et ensuite, l'avocat, c'est l'avocat que tu connais, Aline, Mhm. le cabinet à Lyon, et ça m'a coûté, je crois, 3 600 €. D'accord. Donc, ouais, ça m'a quand même Pour un coûté 6 projet 000. que tu n'es pas parti. Je suis pas allé. Ouais. Voilà, Après, c'est le jeu, voilà, ça fait partie exact. du risque à prendre, entre guillemets. Je préfère Mm. prendre un risque et engager 6 000 pour pas y aller plutôt que d'y aller et de faire une bêtise et regretter derrière, quoi. Tout à fait. On l'a tous fait, hein, tu sais, des opérations où on donne et on va pas au fond. Après, ce qu'il faut, la petite astuce comptable, c'est que tu gardes les factures et tu demandes de les mettre sur des prochains projets pour les C'est ce déduire de que ta j'ai fait, compta. ouais. Voilà. Tu mets, voilà, opération non achevée et c'est déductible comptablement. C'est ce qui Voilà. m'attend. Du coup, je commence le bilan de mon nouvel exercice avec un petit point noir, mais c'est pas grave. On l'a tous, hein, C'est de tu sais, l'apprentissage. on l'a Et, tous et- fait, hein. et d'ailleurs, peut-être Aline pourra donner plus, t'ouvre plus la parenthèse par rapport à nos auditeurs. Quand on est en marchand de biens, la comptabilité se fait par opération. Oui. Du coup, elle est Mm. différente d'une société, enfin une autre société. Est-ce que tu peux donner plus d'infos dessus par rapport à ce que tu viens de dire? Ce qui est important déjà quand vous choisissez un expert comptable, c'est savoir s'il a les compétences du marchand, parce que le marchand, c'est quand même très, très spécifique. Et il faut savoir que le premier poste de l'État, c'est la TVA. Et comme l'État peut récupérer potentiellement de la TVA, c'est vraiment des structures où on va être bien contrôlé. On est un petit peu dans les voyants rouges, dans les warnings. Donc, ce qui est super important, c'est d'avoir un expert comptable qui a déjà fait ça. Donc, quand vous allez le voir, vous lui demandez déjà s'il est compétent en marchand de biens. Et après, au niveau de la comptabilité, ce qui est plus simple, c'est que tu fais un petit peu comme une compte analytique, c'est-à-dire il faut bien diviser tes opérations parce que tu peux avoir des opérations soumises à TVA et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. On en revient à la base, hein, ce qui est super important, c'est de se faire accompagner par des bons professionnels. Ouais, surtout que quand tu es marchand de biens, tu as des opérations en stock. Quand tu clôtures ton Oui, activité, tu as déjà bien sûr. payé des factures d'artisans qui, en fait, Mm. sont associées à une opération qui n'est pas vendue. Et ce qui fait que si c'était pas comme ça ferait des impôts, de l'IS une année sur l'autre complètement incohérentes, une année énorme, une année à zéro. Enfin, Mm. donc on gère ouais, la fiscalité par, Par enfin, lot, la par opération. comptabilité lot par lot, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Plus Et les c'est frais important. généraux qui sont gérés de manière mensuelle, mais Mm, sinon le mm. reste, c'est Mm, vraiment mm. par opération, quoi. Et c'est important de bien choisir son expert comptable.
Très qui bien. soit Merci spécialisé Aline là-dedans. pour ce point. Du coup, moi, je reviens aussi à cette opération, Alex. Au moment du compromis, tu l'as signé en tant que personne physique ou bien en tant que marchand de biens. Et est-ce que tu as pu négocier de rajouter la clause de publicité, de commercialisation dans le compromis? Et est-ce que tu t'es présenté en tant que marchand quand tu as commencé la négociation? Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais ça revient au même. Je, alors, vu que j'ai payé cash, je ne sais plus comment j'ai géré, si j'ai signé le compromis en nom propre ou en société, mais finalement, il n'y avait pas trop d'importance vu que je n'avais pas de questionnement sur le financement. Mais je crois que j'ai fait l'offre en nom propre parce que je n'avais pas créé encore ma société, parce que je n'avais pas encore vendu ma maison. D'accord. Ça, Ok. c'est, Tu en avais gros, une C'était une vente j'ai vendu. en cascade. Ok. Ouais, j'ai vendu ma maison et 10 jours après, j'ai acheté ce lot, enfin ce lot, ouais, si, cet appartement. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment de gestion de risque sur le fait que je me rétracte ou pas. Je connaissais parfaitement les prix du marché. C'est une ville qui est à côté de chez moi. Je savais que c'était un peu une anomalie de marché, entre guillemets. Je savais où j'allais. Mhm. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des opérations un peu limites où on n'est pas sûr d'avoir son financement, j'y vais en nom propre et après, je me substitue avec ma société. Très bien. Et tu mets quand même la clause de commercialisation pour pouvoir Je l'avais commercialiser. pas mise. Je l'avais pas mise parce qu'il fallait que je fasse des travaux que je pouvais D'accord. pas faire en étant sous compromis, tu vois. Donc, je savais que je ferais une marge sur le dossier, donc que j'aurais pas de mal à le vendre. En plus, je l'ai vendu en 2021. Il n'y avait pas de sujet sur les financements. Mhm. Voilà. Très bien. Et entre le moment où tu as signé l'acte authentique et que tu as revendu, ça a pris combien de temps? Ce que je disais tout à l'heure, je pense 6 mois à peu 6 près, peut-être mois, 6-8 c'est mois, bien, peut-être un petit c'est peu bien. plus, ouais. Mm. 6 Mais mois. c'était petit, il n'y avait pas des gros travaux. Mm, Tu vois, j'ai d'accord. même pas changé le sol, c'était vraiment pas dans son jus, mais assez sain, quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette première opération dans ta carrière, ton évolution en tant que marchand de biens? Bah, ça m'a rassuré. Un Mm. petit bien, je connaissais le secteur, j'étais vraiment dans ma zone de confort, donc ça m'a conforté sur l'idée que c'était ce que j'aimais faire. J'aimais aller voir l'avancée, j'aimais aller voir les artisans. Pour le coup, je l'avais revendu tout seul, mais j'aimais l'approche de vendre mon bien, d'apporter les points positifs du truc. C'était pas dans le même état quand je l'ai acheté, tu vois, il y a une vraie satisfaction personnelle. C'est ce que j'aime dans ce type d'opération de rénovation, même si je suis pas sûr que ce soit l'idéal comme opération de marchand de biens de rénover parce qu'on est quand même obligé de le garder un petit peu de temps en stock. Et avec les taux actuels, c'est peut-être pas l'idéal. Mais moi, ce qui m'a plu dans l'idée de rénover, c'est de prendre un appartement dans un état pas top qui était inhabité parce que pas top, d'apporter de la valeur et de le revendre, pas un bijou, mais tu vois, nickel, et tu es fier de le revendre, quoi. C'est vraiment ça, d'apporter quelque chose de qualitatif sur le marché, de rénover le parc de la ville. Enfin, c'est vraiment ça qui me plaît. Et j'en discute avec plusieurs marchands de biens qui, par exemple, eux, font que des divisions foncières. Et moi, ça m'intéresse pas forcément, même si je sais que c'est lucratif, je sais qu'on peut gagner de l'argent, mais c'est moins. Tu touches pas, quoi. Tu vois, c'est pas concret. Tu n'as pas de changement presque entre l'achat et la revente. Moi, ce qui me plaît, c'est de modifier quelque chose, d'apporter, de créer de la valeur et ouais, de rénover un peu le parc, quoi. Top, Comme top, pour top, top. l'immobilier, comme pour le locatif. En Ouais, fait, c'est ça. je me reconnais dans tes mots, hein, parce que j'aime bien, comme tu dis, apporter vraiment la valeur et que c'est un bijou. Et comme ça, enfin, quand tu le présentes, même quand tu le commercialises, il y a aucun argument à donner sur l'appartement. Il faut juste l'acheter au prix, voire surenchérir sur le bien, quoi. C'est ça. C'est un peu cette notion que ouais, je me retrouve dans tes mots. Après, je comprends aussi, selon la vision de chacun, c'est aussi que tu vas avoir des biens dans le stock. C'est aussi, il y a des artisans à gérer, il y a tout un process à mettre en place qu'il faut Ouais. maîtriser. Tu vois, humainement, j'adore ce type d'opération. Par contre, stratégiquement, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai eu une mauvaise expérience. Enfin, une mauvaise expérience. C'est pas une mauvaise expérience,
mais j'ai un bien en stock depuis plusieurs mois qui a du mal à se vendre. C'est parce que c'est un grand bien et que du coup, c'est un peu un prix assez haut, entre guillemets. On est sur un budget à 300 000 euros. Et suite à ça, je me suis retourné et tu vois, je suis parti là sur une opération complètement différente, de petits lots et sur un prix d'achat du coup moins cher pour les futurs acquéreurs. J'ai revu un peu ma stratégie aussi par rapport à la conjoncture actuelle où les taux, c'est plus chaud. Aller vendre un bien au prix haut du mètre carré, je pense que ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, tu vois, il faut savoir aussi rebondir en fonction des situations et des périodes. Et voilà, actuellement, c'est un petit peu compliqué de vendre des biens. Donc, je me suis dit, autant partir sur un truc où on est sur des produits investisseurs et surtout des prix assez bas en entrée, quoi. Donc, tu as changé ta stratégie par rapport au taux. Ouais, ouais, par rapport au taux et mon expérience sur la grande surface, un peu plus compliqué à vendre de par le prix d'entrée, quoi. Un bien à Ouais. 300 000 euros, c'est pas tout le monde qui peut l'acheter, surtout actuellement avec la montée des taux, alors qu'un bien à 60 000 euros, j'ai envie de te dire que même quelqu'un qui gagne le SMIC, il peut presque acheter un bien à 60 000 euros, quoi. Donc ce sera plus liquide et aujourd'hui, vu les taux, vaut mieux que ce soit liquide que garder quelque chose en stock, quoi. Mais Oui, d'ailleurs, c'est tu sûr. la connais cette opération? Ah, mais oui, c'est là l'opération. On peut partager plus sur cette opération, peut-être, Alex? Elle est en cours déjà, Ouais. hein. Elle est en cours, c'est ça. C'est un immeuble que j'ai acheté en lot. Et justement, ça fait vraiment partie de cette stratégie dont je viens de vous parler. Et du coup, vu que j'ai l'argent immobilisé sur l'opération à 300 000 euros, là, je voulais absolument la faire, cette opération. Je ne voyais pas d'autre issue que de la faire. Ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, il fallait que je me rassure aussi, du coup, par rapport à par rapport à l'opération précédente, je veux continuer, je veux pas m'arrêter là, voilà, faut rebondir. Et du coup, les banques, un petit peu compliqué parce que mon apport était immobilisé dans l'opération précédente. Et du coup, j'ai fait appel à un avocat pour faire un emprunt obligataire. C'est-à-dire que c'est un peu de la love money, c'est-à-dire que on trouve des investisseurs privés, dont Aline fait partie, et qu'on rémunère pour ce placement de manière assez importante, entre guillemets, en tout cas par rapport à ce qui peut se faire dans les banques. Donc, c'est-à-dire que je rémunère les investisseurs à hauteur de 10% par an. Donc ça, c'est un montant brut. Et j'y reviendrai après, mais en gros, il y a des biens que je vais garder très peu de temps. Donc, pour que les investisseurs que je rembourse en premier soient quand même gagnants, j'ai mis un taux minimum de 7%. C'est-à-dire que si Aline, je lui prête, enfin, si Aline, pardon, me prête son argent que 4 mois, eh ben, je vais lui donner 7%. Voilà. Donc, Ça, c'est le premier l'opération, emprunt obligataire que j'ai vu comment? comme ça. C'est le Ouais, premier. ouais, je veux bien développer. C'est de très beaux pourcentages, hein. Ce que vient de dire Alex aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, hein, ben, en fait, l'argent, c'est pas un souci. C'est plus d'aller chercher, même si la banque aujourd'hui, elle finance pas pour les personnes qui débutent en marchand de biens, on peut quand même aller vers les investisseurs privés, des personnes lambda, tout simplement, hein, qui veulent quand même fructifier leur argent. Et on sait très bien, il y en a pas mal de personnes qui ont de la trésorerie en livret, en compte courant parfois, voilà, c'est que, cet argent avec l'inflation, il perd de la valeur et le fait de partir dans des projets comme ça, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Le marchand de biens, c'est bien, il peut financer plus d'opérations et aussi il peut avoir une force de frappe dans la négociation en ayant un financement comptant et sans clause suspensive et en même temps pour les investisseurs privés, et ben, en fait, ils se sécurisent tout simplement par rapport à l'inflation et je pense que c'est quand même sécuritaire de point de vue, par rapport à l'historique du marchand de biens et tout ce volet-là. Mais sur une année, aucun support qui peut te ramener 10% brut par an et 7% selon le pourcentage. Et d'ailleurs, Alex, moi, je suis en pleine contrat obligataire non convertible en actions en ce moment et on a atteint 570. Incroyable, hein? Non, mais C'est et puis, incroyable, hein. en plus, donc ce que tu viens de dire pour le particulier, c'est sûr que c'est intéressant. Pour une entreprise, je pense encore plus parce que
la rente, entre guillemets, je pense qu'elle est juste soumise à l'IS, donc c'est encore moins important que la C'est flat ça, c'est ce tax. que j'ai fait pour toi. Ouais, donc c'est carrément avantageux, je trouve. Et surtout, vu les taux actuels des banques, moi, si j'avais dû la faire financer par une banque, je pense que j'aurais été à entre 7 et 8% d'intérêt, donc ce qui est énorme. Donc entre 7 et 8 et 10, sachant qu'il y a des frais de dossier dans la banque qui sont énormes, il y a des contraintes administratives qui, moi, me prennent la tête. Euh, Enfin, ouais, je suis un peu phobique de l'administratif. Donc, l'emprunt obligataire, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu gères ton truc un peu dans ton coin, comme si c'était tes fonds propres et égaux, quoi. Donc, franchement, je m'y retrouve carrément. Bon, c'est sûr que la marge, elle est un peu réduite, mais d'un autre côté, ce qui est important, c'est de faire ma marge plutôt que de rien faire et d'avancer, Mm. quoi. Donc, franchement, Ouais, et Oui, c'est un puis super levier. Je suis super content d'avoir fait ça. Je pense que les investisseurs seront contents. Donc, pour parler un peu plus de l'opération, j'ai acheté ça. C'est quand que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça il y a un mois. Là, je signe hier soir et ce soir 3 compromis sur les 4 lots. Donc, ça se trouve, l'opération, elle aura duré 5 mois et j'aurai tout revendu, quoi. bravo. c'est Donc, bien. c'est En super. bon Là, il me reste délai. juste un bien. Il me reste juste un bien qui ne sera pas sous compromis parce que c'est un peu complexe. Le bien, il est loué. J'ai essayé de faire partir la locataire, même de la mettre dans un de mes logements, un de mes autres logements locatifs pour la faire partir. Mais elle n'a pas voulu, donc il n'y a pas de souci. On ne va pas forcer les choses. Elle reste. Mais du coup, forcément, vendre un bien vide ou loué, ça n'a pas la même valeur. Donc là, on est un peu. Il n'y a pas beaucoup de touches. C'est un peu plus compliqué actuellement parce que la renta, elle n'est pas énorme. Il est loué 410 euros et on l'a affiché à 80 000 euros à peu près. Voilà, donc je me pose la question actuellement de l'acheter moi-même en fait via une SCI. Quitte à le brader, je me dis autant que j'en bénéficie moi plutôt que ce soit quelqu'un qui en bénéficie. Il faut savoir que ce bien, je vends le même. En fait, il y a 2 lots similaires dans l'immeuble de 64 mètres carrés. Celui qui est vide, j'ai signé le compromis hier à 90 000 euros. Et celui qui est loué, je peux me l'auto-vendre à ma SCI à 70, quoi. Donc, en gros, dès que la locataire, elle part indirectement, je peux déjà faire une plus-value, quoi. Oui, Tout de à toute fait. façon, quand un bien est loué, on le revend moins cher. Ouais, Ça, c'est sûr. Et tu en es où au niveau de comment dire, de son bail? C'est un meublé, c'est un nu? Non, c'est un nu. C'est un nu et en fait, quand on D'accord. achète, donc moi, quand j'ai racheté en tant que professionnel, ça reconduit automatiquement le bail. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout, ça. Et avec cette opération, j'ai vraiment, euh, je me suis perfectionné sur ce sujet et du coup, c'est quelque chose que je connais maintenant et qui m'aidera pour les futures opérations. Il faut savoir que même les vendeurs ne savaient pas, l'agent immobilier ne savait pas comment ça fonctionnait. C'était un peu complexe. Moi, j'avais fait une offre à un prix en disant j'achète. Par contre, le seul lot qui est loué sur les 4, j'achète que s'il est vide. Ils m'ont dit OK, pas de souci, ils ont signé l'offre, sauf que les notaires ont dit mais non, en fait, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc j'ai fait une offre plus bas et ça a été accepté pour que je m'en débrouille, quoi. Ok. Et comme c'est un immeuble, tu as mis en place un règlement de copropriété, tu as passé un géomètre pour diviser les lots ou c'était déjà divisé? Pour les communs? Par chance, c'était déjà divisé. Ça a été D'accord. divisé en 91, je crois, donc c'est très vieux. Mais du coup, ça m'évite de faire l'état descriptif de division, ça m'évite de faire un règlement, ça m'évite de faire passer le géomètre. Donc franchement, j'ai très peu de coûts sur cette opération. Donc franchement, c'est top et c'est assez facile, entre guillemets. Et c'est toi qui mets en place soit un syndic bénévole ou un syndic pro Voilà. ou tu n'as Là, pas cette obligation en tant que marchand? je pense, je sais pas s'il y a l'obligation ou pas. En tout cas, je le fais. Si, il y a obligation d'avoir un syndic pour que je revende lot par lot, c'est certain. Donc, je suis en cours, il est créé. Je vais être le gérant, enfin ouais, si, le gestionnaire de syndic Ouais. bénévole en attendant d'avoir vendu les lots. Et après, à voir ce qu'on fait. Si j'en achète un, peut-être que je resterai, je sais pas. En tout cas, je pense que l'intérêt commun, c'est de rester bénévole pour éviter de payer
un gestionnaire qui prendra une fortune pour le gérer, même si je pense que ça peut être bien pour la charge mentale, mais bon, il y a quand même il y a quand même la réalité économique du sujet. Et puis, tu vois, pour le coup, il y a quand même des frais d'assurance de copro qui sont assez importants. Il y a l'électricité Les et je communs. vais mettre une provision travaux, une ligne travaux peut-être, mais très faible, mais juste pour payer éventuellement des interphones, des boîtes aux lettres ou une ampoule qui claque ou des trucs comme ça évite de se prendre la tête. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, mais on apprend quoi. Top, très bien. Et du coup, La richesse du métier de marchand, tu apprends tout le temps. c'est C'est ça, toute opération, elle est unique. Ouais. carrément. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est cool, ça avance. 3 compromis sur 4 de signés. Je dois juste, les travaux que j'ai à faire entre l'achat et la revente, c'est que je vais changer les menuiseries. C'est qu'aussi j'ai des studios qui sont au dernier étage, qui sont en F et G. Donc j'avais anticipé, j'avais fait des DPE projetés. C'était un DPE projeté, c'est-à-dire que le logement actuellement, il est en G. Si on fait ça, ça, ça et ça, il sera en E. Voilà. Top. Comme ça, celui qui achète, il est rassuré. Il sait qu'on sera en E. Moi, aujourd'hui, c'est ma vision, ça n'engage que moi, mais en E, j'y vais. Enfin, en tout cas, moi, j'y vais, ça ne me pose pas de problème. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais chacun Et le c'est voit là où il y a comme il veut. l'opportunité, hein. Ouais, ouais, Mm. ouais, c'est ça. Puis voilà. Donc j'y vais comme ça. J'avais fait aussi des plans 3D pour que les acheteurs se projettent. Et ensuite, en termes de travaux purs et durs, j'ai les changements des menuiseries. J'ai les 2 studios en haut à dissocier l'un de l'autre d'un point de vue compteur d'eau, enfin non, d'un point de vue réseau d'eau et réseau électrique parce qu'ils ont été reliés l'un à l'autre parce qu'il n'y avait qu'une famille. Mais c'est des choses assez simples. Et C'est la voilà, démolition qu'on a vue hier soir dans ta story. c'est ça, exactement. Je suis intervenu à un plombier aussi pour enlever la chaudière et les réseaux pour éviter de Ok, s'embêter après pour ça. Voilà. très bien. Et tu fais faire les travaux par des artisans. Oui, oui, ouais, Est-ce que ouais. tu mets la main dans la pâte ou pas? Non. Non, C'est pas du important dans tout. les. Ouais. Pas du tout. Sur le locatif, plus, mais plus. Enfin, je vais dire, non, parce qu'on fait que la peinture avec ma femme, avec mon père, mon beau-père, voilà. C'est des moments sympas, on se fait un resto le midi. Mais sinon, sur ma société, non, je le fais pas parce que déjà, je sais pas spécialement faire. Je suis pas très manuel. De la peinture, ça me pose pas de problème. Après, tout le reste, non. Et est-ce que tu meubles tes biens quand tu fais du rafraîchissement pour encore donner un coup de cœur ou pas dans les visites? Ça te fait rire, Aline? Oui, ça me fait rire. C'est On par en a rapport à déjà parlé. c'est par rapport à ton chalet? Oui, et puis là, enfin, alors, pour répondre à ta question tout de suite, non. Enfin, si, je mets des cuisines, je mets un meuble de salle de bain pour créer les coups de cœur, parce que je pense que c'est tout con, hein, mais je pense que sur des photos, c'est ce qui fait la diff. Tu vois une jolie cuisine, une jolie Mm, peinture mm. et une jolie salle de bain, ça fait la différence. Après, aujourd'hui, j'ai jamais meublé entièrement un appartement, bien que Aline m'ait conseillé de meubler celui que je suis en train de galérer à vendre, quoi. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait. Moi, Bien. je t'avais partagé mon retour et j'ai un bien qu'on devait arbitrer, qu'on devait vendre et j'avais pas le temps de le meubler. Et à partir du moment où on l'a meublé, il est parti tout de suite. Ouais. Voilà, tu vois, mais bon, après, il faut avoir le temps, enfin, et, et j'en avais entendu parler aussi que le fait parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se projeter. Oui. Ils ont du mal, et c'est pareil, là, tu vois, je dois vendre un terrain où il y a un abri voiture dessus, et je passe pas les annonces parce que les gens n'arrivent pas à se projeter en leur disant qu'on va le faire démonter. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est Mais sûr que nous, on se projette assez vite, mais c'est pas forcément ouais, pour parce tout que le monde, quoi. c'est un petit peu, on en visite des biens, on est souvent dedans, mais moi, je t'avais partagé mon retour d'expérience en me disant à partir du moment où j'ai trouvé à le meubler, où je l'ai meublé, Mhm. c'est parti tout de Ouais, c'est suite. sûr. Mais après, tu vois, par exemple, le premier studio que je vendais, mon approche était de me dire, je le mets comme ça, rénové, propre, nickel, refait à neuf.
Si je le vends au prix que je veux, tant mieux, je le fais. Si je le vends pas au prix que je vais au bout du truc, je le meuble, je le loue et je le vends en clé en main, quoi, tu vois. Ah, cool. Ouais, parce que Ça, tu c'est- avais Nous, un on a un projet projet. Oui, pardon, t'avais un Aline. projet clé en main, c'est ça? Non, non, mais je me suis dit que si j'arrivais pas à le vendre, vu que c'était quand même destiné à un investisseur, si j'arrivais pas à le vendre, je le vends clé en main. Parce qu'il y en a à qui ça peut faire peur aussi, juste d'acheter des meubles et de trouver un locataire, quoi. Mais je l'avais vendu comme ça et du coup, j'ai pas eu besoin de le faire, quoi. Mais il faut s'adapter, en fait. Ouais, c'est ça, le rôle de l'entrepreneur. Et c'est quoi alors tes nouveaux projets après? T'es sur quoi en ce moment? Hmm. En ce moment, rien de nouveau, si ce n'est que bah, vous avez dû le voir, mais je travaille maintenant avec Julien. Ouais. Donc, On a vu, oui. donc via Artae sur des projets clés en main. Donc là, il y a déjà 2 projets en cours. Je suis en recherche pour le troisième. J'avais une visite ce matin encore. Je recherche un immeuble pour une cliente. Donc ça, c'est cool parce qu'en plus, avec Julien, il y a eu un bon feeling. Bon, on s'est rencontrés en Mm. même temps que vous, quoi. Et du coup, c'est vraiment plaisant de pouvoir reproduire pour des personnes qui soit n'ont pas les compétences, soit pas le temps, soit pas l'énergie ou qui osent pas tout simplement de reproduire ce qu'on a fait pour nous, pour eux. Et j'y vais avec la même motivation, la même envie, c'est-à-dire que tous les projets que je peux proposer à mes clients, c'est des projets sur lesquels je pourrais aller, quoi. Tout à fait. Ouais, Avec Parfait. ce qu'il toujours la faut. même idée de valoriser du patrimoine, d'apporter un plus, de Mm. pouvoir diversifier les revenus. Enfin, voilà. Euh, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu des revenus convenables, j'ai jamais eu à me plaindre, mais par contre, euh, j'aime bien vivre et du coup, j'ai jamais eu énormément d'argent de côté jusqu'à ce que j'investisse en fait dans l'immobilier et que je vende mes premiers projets, quoi. En fait, je pense que l'immobilier, ça peut être un super moyen de se faire un petit pécule de côté pour se faire plaisir. Je dis pas de vivre du cash flow, je dis pas de quitter son job pour faire que de l'immobilier, mais juste en fait prévoir un peu l'avenir, d'avoir un appartement, 2 appartements qui tournent à côté de son job, c'est largement faisable en termes de temps et de gestion. Mais en fait, ça peut tellement sauver des galères, quoi. Donc, c'est en ça que j'ai envie d'aider les gens à investir et en les accompagnant dans leurs projets, quoi. Donc les gens peuvent te contacter si jamais ils ont besoin de quelque chose. C'est ça. C'est ça. Après, moi, Et donc, je suis sur Lyon, enfin, je suis plutôt vers Villefranche-sur-Saône, mais je peux intervenir sur toute la région Rhône-Alpes par rapport à ça. De toute manière, on vous mettra sous l'épisode le lien direct d'Instagram d'Alex. En plus, il partage ses projets en story et en publication. Et comme ça, vous pouvez le contacter si vous voulez prendre un projet clé en main sur la région Rhône-Alpes. Voilà, Alex, il pourra vous aider. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport au projet clé en main? C'est quoi le principe, c'est quoi votre stratégie pour les personnes qui veulent quelqu'un qui les accompagne? La stratégie, c'est vraiment déjà, c'est l'humain au milieu de tout ça, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'il y ait la confiance entre le client et nous. Et ensuite, on va vraiment analyser la situation du client en profondeur, c'est-à-dire qu'on va demander des informations assez personnelles sur les revenus, l'épargne, la situation fiscale, s'ils sont deux à investir, s'il y a des enfants, enfin voilà, vraiment un audit entre guillemets de la situation personnelle et en fonction de la stratégie aussi. Et en fonction, on va orienter sur des projets plutôt que sur d'autres, quoi. Et vraiment, l'idée, c'est qu'on le gère comme si c'était les nôtres, quoi. Très bien. Et du coup, selon le montant du projet, c'est un pourcentage, c'est un montant fixe du projet clé en main. Est-ce que vous accompagnez aussi sur les travaux et la mise en location? Voilà. Ouais. N'hésite pas à donner plus d'informations pour les auditeurs qui vous écoutent et qui sont intéressés par ce service. Ouais, ça fonctionne en pourcentage. Après, ça dépend des opérations et ça fonctionne en pourcentage sur l'acquisition. On peut gérer les travaux. En fait, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment par tiroir. On peut aussi gérer que des travaux. Là, sur mon immeuble, je vends 2 studios et je vais encadrer la gestion des travaux via Artae, tu vois. Donc, on peut gérer aussi les travaux vu qu'on bénéficie. On fait ça depuis un petit moment, que ce soit Julien, moi ou les autres qui le font pour Artae. En fait, on est investisseur avant tout. Donc, on a déjà le réseau, que ce Mm. soit d'agents
ou d'artisans. Donc, en fait, on en fait bénéficier à nos clients et on peut gérer les travaux comme l'ameublement, comme la gestion. Enfin, voilà, c'est vraiment du cas par cas et on est assez souple par rapport à ça. S'il y en a qui veulent juste gérer la phase travaux, juste la phase acquisition, il n'y a pas de problème. On s'adapte en fonction des clients, quoi. Très bien, ok. C'est bien. Et sinon, à titre personnel, bah, j'ai 2 projets. Bah, du coup, peut-être le dernier lot de mon projet de marchand de biens, peut-être que je vais acheter à titre personnel et que je garderai ou pas le jour où la locataire elle part. Et j'ai un second dossier c'est dans l'immeuble dans lequel j'ai un projet clé en main. L'agent IMO que je connais depuis un moment m'a proposé un studio aussi. Donc, je me suis positionné. Je devrais signer le compromis ce jeudi. Voilà, donc c'est un projet où ma stratégie, c'est pas le cash flow, puisque je devrais me mettre en. Donc là, c'est un SCI avec un ami de longue date. On avait pour projet de bosser ensemble sur de l'immobilier et ça sera le premier projet. Et l'idée, c'est vraiment de se constituer un patrimoine. C'est pas de gagner de l'argent à l'instant T, parce qu'aujourd'hui, avec les taux, pour moi, ça devient très compliqué, sauf si on fait de la LCD, mais c'est pas mon idée. Donc l'idée, c'est de faire un petit effort d'épargne le moins possible. Mais, je pense que même malgré le prix d'achat très bas, on sera quand même obligé. Et en fait, je sais que le jour où je le termine, je peux le revendre déjà plus cher que ce que je l'ai acheté. Et je pense que ça, c'est une meilleure stratégie que de viser le cash flow, cash flow, cash flow. Aujourd'hui, pour moi, le plus gros levier d'enrichissement sur l'investissement immobilier, c'est le remboursement du capital et la Ouais. plus-value latente, quoi. Le Clairement. cash flow, c'est bien si on l'a en troisième, mais il ne faut pas que ce soit la priorité, quoi. Tout Ce à qui fait. est un petit peu compliqué pour les nouveaux investisseurs qui ont investi avec des taux bas et qui, eux, ils n'ont que le mot cash flow. Moi, quand j'ai investi, j'avais des taux à 5, 6. Donc, le cash flow, c'est un peu une anomalie de marché du auto. Ouais, je suis d'accord. Mais après, quand tu as investi à 5-6, aussi, le prix de l'immobilier était bien plus bas, je Il était pense. bien plus bas. Après, ce que j'ai pu négocier, c'est quand les taux ont baissé, j'ai renégocié mes Voilà. taux. Ouais, c'est Voilà, ça. Ce que je parce leur que dis, j'étais en c'est fixe. qu'aujourd'hui, Mm, enfin, ce que je dis avec ceux avec qui j'en discute, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, sauf renta à 10% ou 9%, il faut accepter de faire un effort d'épargne. Et peut-être qu'il y aura des jours meilleurs, j'espère, et qu'à ce moment-là, il faudra renégocier le taux et peut-être que l'effort Exact. d'épargne il se transformera en cash flow. mm, Et en mm. fait, c'est les intérêts qui font mal aujourd'hui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on fait rien. On attend que ça baisse et ça baisse pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, vaut mieux Tout à fait, accepter un tout à effort fait. d'épargne Mm. si on peut se le permettre. Et puis, go, quoi, faut avancer. Et puis, comme il y a l'inflation, automatiquement, ta mensualité est fixe. Donc, après, tu vas pouvoir réindexer le montant des loyers. Donc, tu vas compenser un petit peu cette différence. Ouais, c'est ça. Puis il faut Mm, mm. accepter de faire un effort d'épargne, je sais pas, de 50 euros pour un bien, sachant que ton locataire, il te rembourse 400 balles de ton crédit, en fait. C'est ce qu'il Bien faut sûr. voir. Mais Ouais, ça, ouais. c'est une réflexion un peu long terme, quoi. Mais il faut. Et le côté de l'iceberg que tu vois pas, mais c'est Tout à celui fait. qui apporte le plus de richesse. Ouais, c'est sûr. Le Ouais, je pense. remboursement. Je Ouais, ouais, je pense. suis d'accord avec toi. Et oui, parce qu'on reçoit quand même pas mal de questions. Les taux ont augmenté. Est-ce que c'est le bon moment de passer quand même à l'action? Est-ce qu'on n'attend pas un peu? Après, voilà, c'est vrai, la conjoncture actuelle fait cela, mais c'est une conjoncture qui met en place pas mal d'opportunités et toujours passer à l'action, mieux ne rien faire. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Puis les personnes qui peuvent s'endetter actuellement et investir, c'est qu'elles ont une capacité d'endettement. Si elles ont une capacité d'endettement, normalement, elles ont la capacité aussi de faire un petit effort d'épargne. Tout à fait. Et en Tout à fait, quand fait. tu parles avec les gens, ils te disent qu'ils veulent du cash flow, mais quand tu leur demandes vraiment pourquoi ils veulent investir, ils te disent que c'est pour loger leurs enfants ou pour le long terme. Donc en fait, c'est un peu contradictoire aussi avec cette notion de cash flow, quoi. Donc au final, tu arrives toujours à leur faire comprendre qu'il n'y a pas que ça et qu'en fait, l'enrichissement, il se fait ailleurs, quoi. Enfin, il se fait ailleurs ou il se couple avec tout ça, quoi, mais Oui, pas que ça, quoi. c'est sûr. Et est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent pour le marchand de biens? Non, pas encore. Faut que je sorte
les deux opérations là. Puis il faut que je commence à rechercher aussi, il faut que je vois avec les investisseurs de l'emprunt obligataire ce qu'ils veulent faire aussi. Je sais qu'il y en a qui veulent récupérer leur mise rapidement parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent ou voilà. Mais peut-être qu'il y en a que ça peut intéresser de laisser. Et à ce moment-là, il faut que je vois comment gérer cette trésorerie. Voilà, ça va dépendre de ça, parce que les fonds propres et la trésorerie, c'est un élément assez important sur la société de marchand de biens, donc il faut déjà gérer ça, parce qu'il peut quand même y avoir des coûts assez importants sur des frais de structure, des coûts fixes ou même des intérêts sur des opérations ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut que je me penche là-dessus avant de trouver une autre opération. Et Ça est-ce que définira un peu le budget. Et oui, 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 mais tu as raison, c'est important de gérer sa trésorerie. Et c'est vrai, en marchand de biens, la trésorerie, elle peut être bloquée dans du stock et il y a des opportunités qui se mettent en place et parfois on peut être bloqué. Est-ce que tu as mis en place, enfin, tu as fait des ventes aux enchères? Non, non, j'ai écouté votre podcast avec Léo, Oui. qui m'a bien intéressé du coup, mais Mm. aujourd'hui, non, je suis pas, je suis dans ma zone de confort à trouver mes biens comme j'ai l'habitude de les trouver, mais franchement, c'est super intéressant, surtout quand on voit les chiffres qu'il a annoncés. Je sais pas si vous en avez fait déjà. Je crois Moi, que enfin, nous deux, on a fait deux ventes aux enchères. et tu as acheté combien Alors, c'est pas les une prix, mais maison. combien de moins cher, enfin combien de pourcents de moins le prix du marché? Alors, pour te donner une idée, la maison, on l'a achetée à prix d'adjudication 245 000 et prix de revente dans l'État minimum 400 000. Par contre, attention, le propriétaire il y habite, du coup on a commencé l'expulsion, mais c'est pas évident parce que le jugement d'adjudication, ça vaut aussi jugement d'expulsion. Mais derrière, de mettre en place l'expulsion avec force de l'ordre, il faut mettre en place encore un jugement avec la préfecture. Est-ce que c'est un squat? Non, non, c'est pas un squat, c'est les propriétaires. Ah, ok. Comme Ah oui, mais quand, ils quand c'est les doivent, ouais. propriétaires, quand c'est les propriétaires, l'adjudication fait aussi jugement d'expulsion. Par contre, quand c'est un locataire, tu hérites d'un locataire comme tu achètes en investissement. Eh oui. Et en fait, tu apprends beaucoup. Et encore plus dans les enchères, chaque opération, elle est unique de chez unique. Et l'autre, c'est un appartement, c'est un studio bien placé qu'on a acheté dans les 41 000. En tout cas, il y a facilement une marge de 50% minimum. Et par contre, celui-là, et tu apprends encore, hein, parce que enfin, pour les clés, comment les récupérer, c'est libre. L'adresse de la propriétaire, c'est une personne âgée qui connaît rien, qui est même pas au courant que c'est vendu aux enchères. En fait, on peut faire des podcasts et des podcasts avec les enchères. Et celui-là, on est en train de rafraîchir pour mettre en place en location courte durée. Et ce qu'on veut faire, c'est plutôt un projet, le vendre comme un projet, enfin, Clé en main. Clé en main, dans quel sens? C'est avec son compte Airbnb, avec ses commentaires, avec tout son écosystème, son prestataire de service et son rendement. Tu l'exploites 6 mois et tu le revends comme un Voilà, business, quoi. voilà, c'est ça. Non, mais Et c'est comme super ça, intéressant. tu le vends encore plus cher par rapport à nous, ce qu'on a estimé. Voilà. Et on Ah refait oui. vraiment très stylé, beau. On a mis une architecte d'intérieur dessus, en côté noir mat, industriel, les WC pareil mat. Voilà, c'est un peu dans cette déco-là. Ouais. Ouais, puis si tu achètes moins cher que le prix du marché, tu peux te permettre de faire une réno un peu plus chère et qualitative, quoi. C'est ça. Et en même temps, même si tu te permets de faire un peu plus cher, c'est aussi le vendre comme un investissement atypique, comme un fonds de commerce, en fait, tu le vends. Et question, t'espères le vendre à quel pourcentage de rendement en courte durée pour tes investisseurs? Ah ben, je suis à 20%. Pour l'investisseur, Oui. tu vas te l'acheter toi-même alors. Ben exactement, c'est ce que je pense. En fait, c'est fou. Je pense à monter une ACRL de famille comme je suis à fond avec Aline et que je me Ok. l'achète. Voilà.
Mais en fait, c'est que là, c'est ce que je te donne en perspective. J'ai fait l'étude de marché, j'ai fait l'annonce fictive, j'ai tout mis en place, mais en même temps, toujours, tu te dis, j'ai pas encore le concret. Oui, Tant qu'on n'est pas passé chez le notaire, il n'y a rien de fait. ouais, Voilà. Et c'est comme il dit, comme il a dit Léo, enfin, moi je fais en marchant au minimum 30%, et derrière je fais des rentas à 15-20%, ben, c'est normal que tu fais fructifier aussi pour toi. Bon, il faudra qu'on reparle alors des enchères. Et oui, oui, en fait, les enchères, il faut savoir que on est toutes les semaines aux enchères, nous, aujourd'hui, en visite. D'ailleurs, avec Aline et Fadila aussi, on part aussi en indivision, ensemble, en association pour les enchères. Il faut être là tout le temps. Il faut mettre en place les chèques de banque, que ton avocat soit là. Parfois, ça part beaucoup plus cher que le marché, parce que finalement, c'est une guerre de coq entre marchands, ou bien il y a des particuliers qui ont le coup de cœur pour des résidences principales. Il faut juste être là pour que, peut-être, il n'y a aucune personne qui se présente et que tu le prends directement. Mhm. Et Tu c'est ce qui rajoutes t'est juste. arrivé les 2 fois. Ben, en fait, pratiquement oui. Pratiquement oui, oui, non, c'est juste, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le Et le voulait. chèque de banque, c'est quel montant? Enfin, ça représente Alors, ça correspond à quoi? chèque de banque, il faut 10% de la mise en prix. Si la mise en prix, elle est à 300 000, il faut mettre en place un chèque de banque à 30 000. Mhm. Et si, par exemple, cet appartement, c'était, je crois, une mise en prix à 20 000 pour le studio, du coup, c'est pas 10%, il y a un minimum de 3 000. Du coup, il faut mettre en place un Ouais, chèque en de banque fait, à c'est 3 comme 000. le séquestre chez le notaire, en fait. C'est ça. Après, il faut pas oublier aussi les frais d'avocat, d'huissier et tout ça, c'est à ta charge. Et tout ce qui est frais d'enregistrement, mais il faut compter à peu près 10% du prix de l'adjudication quand on est marchand de biens et 20% à peu près quand on est personne physique ou bien SCI ou autre. Ouais, ok. Ouais, puis après, c'est un peu du poker, faut payer pour voir, quoi. Tu payes ton avocat toutes les semaines pour aller voir, et puis une Ah non, fois non, que... non, notre avocat, on est en partenariat, en fait, il y va, si on n'a pas l'adjudication, c'est Ah pas ouais. payé. Oui, oui, Ah oui. bah, Après, ok. on travaille à long terme. Et Ok, Très après, forte en alors, négociation à Manny, ah tu oui, sais. moi, il y a un sujet, là. je suis Ouais, il y a une un tueuse. sujet, du coup. Ah oui, oui, oui. Faut pas trop en parler, du coup, hein. Mais non, 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 au contraire, tu sais, il y a une place pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et, Mm. euh, et par contre, il faut être là pour les visites. Les visites, c'est très important, ça donne beaucoup d'informations. Déjà, les personnes qui viennent visiter, les marchands qui sont intéressés, petit à petit, tu vois un peu, hein, tu vois un peu le cercle, c'est pas très grand, hein. Ouais, mais... Et aussi la situation des propriétaires, est-ce qu'ils comptent vraiment vendre ou pas? Un propriétaire qui te laisse pas entrer pour la visite ou tu entres avec les forces de l'ordre, tu sais que tu mettras 1 an ou 2 à le faire sortir. Ouais. Ouais, après, moi, l'avantage aussi, c'est que mes activités, ça me laisse du temps, et c'est comme ça qu'on fait les meilleures opérations quand on est disponible et qu'on peut être réactif sur un dossier, quoi. Mm, mm. Mm. Nous, Donc, on a notre collaborateur qui est là pour toutes les visites qui nous intéressent. Et à partir de la visite, on a tous les éléments. Est-ce qu'on y va aux enchères ou pas? Et aux mhm. enchères, on fait toujours les chèques de banque je peux te dire, toutes les semaines, on est là. Et la semaine dernière, il y avait deux biens qui nous intéressaient. Une maison mise en prix 290 000. Elle est partie plus chère par rapport à notre budget. Et un appartement pareil. Mais il faut accepter le jeu. Pourquoi? Parce qu'on peut. C'est une nerf, vraiment, c'est une guerre psychologique qui n'est pas évidente. Parce qu'on est en train de rajouter milliers par milliers d'euros, mais on ne se rend pas compte de tous ces milliers d'euros qui sont en train de se rajouter. Il faut juste se dire avant d'aller, j'ai une barrière Ouais. de temps, je la dépasse pas, même si la personne qui la prend, elle dépasse 200 euros. C'est Ouais, pas faut pas grave. trop se prendre dans le jeu, quoi. Faut Non, rester. Ouais. non, il ne faut pas, hein. Je peux te dire la dernière que ces deux personnes, deux marchands, ils ont fait presque 60 000 à chaque fois sur enchérir de un millier d'euros, 1000 Ouais, euros. après, c'est une question d'ego encore, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et c'est ça. Il faut pas tomber dans ce jeu et de se dire, voilà, tu es là pour faire de la marge indépendamment. Et un conseil pour les personnes qui veulent aller dans les enchères, c'est d'aller, tu peux assister en visiteur. Comme ça, au moins, tu Ouais, aller commences voir. à Ouais. voir, hein. Je peux te dire, moi, j'étais déjà visiteur et j'avais une tachycardie, hein. Ok. Ouais. C'est vrai. Et Bon, bah, j'étais une fois qu'il y avait personne, c'est un appartement plus qu'on a visité, on n'avait pas les chèques de banque et on était, oh, si on avait les chèques de banque. D'où le fait qu'il faut être là tout le temps. ok. Bah, bonne info à prendre, ouais, Mm. carrément. Moi, j'ai une info à vous donner aussi avec Julien.
on va organiser un séminaire à Villefranche-sur-Saône, chez moi, dans le théâtre qu'on a avec ma femme. Donc, je Ouais. compte sur vous pour être là. Ce sera en C'est quand? octobre 2023. Tu as déjà les dates? Pas encore. Il faut qu'on D'accord, bloque ok. ça, mais Tu... Eh ben octobre écoute, avec grand 2023. plaisir. Avec Comme grand ça, je vous plaisir. ferai découvrir tout ça. Yes, 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 yes. Avec grand Et avec plaisir. Amani, on s'est inscrit au séminaire de Christelle. On sera le 11 juin à Lyon, si tu veux Oui. venir, OK. le 11 juin. dimanche. Ah. Ouais, mais en juin, c'est tous les spectacles de théâtre de ma D'accord. femme. Tout le C'est mois de ça, hein, juin, c'est le 10. C'est à cool. quelle date, Amani, qu'on va? C'est le 10-11, je crois. Le 10 ou 11, voilà. OK. Eh ben, pourquoi On pas sera se sur voir. Lyon. Ouais. Voilà, mais on peut se voir. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler plus par rapport au projet de théâtre? Sympa? Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ma femme qui est dans le théâtre depuis 20 ans. En fait, elle donnait des cours dans les mairies. Et bon, je suis pas rentré trop dans le détail, mais en gros, on a dû rentrer de manière un peu anticipée du Tour d'Europe en camping-car parce que notre fille a eu des soucis de santé. Et du coup, on s'est retrouvés, on n'avait plus rien. Enfin, plus rien. Je ne veux pas faire le Calimero, mais on n'avait plus de maison, on n'avait plus de boulot, entre guillemets. Et on s'est retrouvé, on a de la chance, nos parents ont une résidence secondaire, donc on a pu y aller pour se retourner un petit peu. Et on s'est retrouvé comme ça, c'était vraiment pas facile à gérer. Et je dis à ma femme, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle dit, bah, j'aimerais bien avoir mon théâtre. Je dis, bah, ok, bah, on va monter un business plan, on va essayer de concrétiser ça et voilà, on va essayer de trouver ça. Et je sais plus, dans la semaine ou le jour même, je sais plus exactement, mais en gros, on a vu ça sur le Bon Coin, un théâtre à Villefranche-sur-Saône, enfin, c'est à 10 km de là où on a toujours vécu. Et du coup, bah, go, on a acheté un théâtre à Villefranche-sur-Saône qui, du coup, est exploité comme tel depuis septembre. Et là, on a tout fini de mettre aux normes PMR pour recevoir du public et pour pouvoir faire Mhm. une programmation de spectacle, etc. Donc ça, c'est notre gros projet qui n'était pas du tout prévu, pas du tout budgété, mais en fait, c'est vraiment notre projet de vie incroyable et du coup, c'est vraiment un chouette projet. Donc ça nous occupe pas mal, mais voilà, c'est vraiment un super projet. Je vais y faire mes bureaux, on va y faire des bureaux. Et en fait, vu que c'est une salle de spectacle, bon, il y a 2 niveaux de 110 mètres carrés, il y a une scène, donc on peut faire des événements. J'organise des fois des Mm. apéros IMO, voilà. Mais comme ça, vous pourrez venir voir ça en octobre. On va faire un séminaire avec des intervenants, un peu sur le même format que Julien fait à Toulouse et auquel on a participé, quoi. Bravo, Cool. joli Dès que tu as projet. les dates, tu nous envoies un message. Ouais, avec plaisir, ça marche. Cool, cool, cool. Et du coup, vous avez mis en place une société d'événementiel ou comment tu as fait pour l'exploitation du théâtre ou voilà, si tu peux nous Non, partager plus le projet. on a une SCI qu'on a créée Pour les murs? pour les murs. Ça a été un peu compliqué le financement. On nous a demandé des apports très conséquents. Et en fait, cette SCI, elle loue à l'association, la compagnie de théâtre, qu'on a créée aussi pour ça, parce qu'elle en avait une, mais on a dû en créer une autre, et à ma société de marchand pour le bureau. Ça D'accord. permet de réduire, de diluer un peu le crédit et pas de le mettre que sur la tête de l'association. Voilà comme on a fait. Et aujourd'hui, si j'organise un événement comme un séminaire, ce sera via ma société, je pense, ou via Artae peut-être même. Et par contre, toute la partie spectacle, ça reste d'un milieu associatif, donc ce sera tout géré sur l'association. Et Mhm. ma femme, en fait, elle a 60 élèves cette année. Pour une première année, c'était top. Et je pense que l'année prochaine, ça risque d'être un peu plus important. Il faudra qu'on structure ça, mais c'est un peu dur de voir comment ça va évoluer, quoi. Elle fait aussi des cours en ligne ou pas? Ouais, ouais, pendant le confinement, elle avait plus trop de boulot parce qu'elle est comédienne, marionnettiste, prof de théâtre. Elle est vraiment sur toute cette partie artistique. Du coup, elle a dû un peu se réinventer parce qu'il n'y avait plus de boulot. Donc, elle fait des cours de confiance en soi, entre guillemets, sur l'expression orale, sur la prise de parole en public, sur des choses comme ça qui,
on se rend pas compte, mais c'est super important. Mm. Moi, je vois, quand j'étais en BTS, j'étais incapable de passer devant tout le monde. Limite, je séchais le cours pour pas passer devant tout le monde. Et du coup, qu'elle apprenne ça à des enfants, ou même elle fait ça sur des adultes, même elle a une dame qui a une soixantaine d'années, tu vois, à qui ça apporte, quoi, en visio ou en présentiel, ou peu importe, quoi. Top, top. Moi, personnellement, j'avais fait du coaching théâtral et ça m'a beaucoup aidé par rapport à la posture en public, par rapport à l'affirmation aussi, quand on donne des conférences ou autre. Ça aide beaucoup. Et pour les enfants aussi, c'est bien d'où le fait que je t'avais dit. Est-ce qu'elle a un lien ou autre qu'elle pourra nous partager, qu'on pourra partager avec les auditeurs? Bah, ça peut être elle a un Facebook et un Instagram et ça s'appelle le cours H. Donc Le le plus loin cours COURS, plus loin la lettre H. Voilà. Et ça à Villefranche-sur-Saône. Ok. Voilà. Ben, c'est noté. On mettra du coup le profil en bas de cet épisode. Eh ben, déjà 1 heure, hein, le temps a passé Ouais. rapidement. Et en plus, surtout, Alex, il a un rendez-vous à 14h. Ouais, on va enchaîner, hein. Voilà. Et tu En aurais tout cas, quelqu'un à nous conseiller après ton passage? Qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi? Mais vous le connaissez. Julien? Oui. allez, Oui. Allez, on va demander à Julien. Ouais. Ouais, il a une avec plaisir. vision, on a une vision un peu similaire sur le cash flow notamment. Après, il a un patrimoine assez important avec des stratégies, mais bon, il y a son livre qui explique pas mal ça Ouais. aussi. Mais je Mm, pense que ça peut être inspirant, quoi. mm. Tout Merci à pour le fait. partage. Et tu aurais un livre à nous recommander pour aider, qui t'a beaucoup apporté ou quelque chose, un Pas tips? forcément. J'en ai D'accord. lu beaucoup pendant le confinement, mais voilà, pour apprendre un petit peu les bases, mais pas forcément en termes de mindset, tu vois. Non, J'ai non, mais ou essayé. même un bouquin Ah, qui t'a euh, beaucoup apporté ah ouais, mais et qui peut aider. Enfin, mais c'est des romans, donc c'est pas forcément. Attends, je me rappelle plus du titre. Ah si, c'est Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Mais c'est pas du tout par rapport au mindset, à l'entrepreneur ou quoi. C'est plutôt la liberté, le voyage. Voilà, Avec ton camping-car. voilà, exactement. C'est ça. Ah, le C'est marchand pas de biens forcément ce que voyage. je pense que vous l'entendrez pas par Ouais, d'autres mais c'est pas. entrepreneurs, mais voilà, Mm. je lis plutôt ce genre de choses Merci pour te partage. actuellement. Voilà. Merci, Alex. Merci. Merci à vous les filles, c'était cool, c'est passé vite. Ouais, Ça, tu te top. posais des questions, tu dis comment on va faire. Oh, t'as dit on y va comme ça. On verra. Ouais. En tout cas, merci que vous êtes arrivés Merci. jusque-là dans le podcast. Et voilà, on se voit dans le prochain épisode avec les pionnières de l'investissement. À Merci les bientôt. filles. À Ciao. bientôt. Bon après-midi. Bye bye. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.